permettra de toucher des revenus passifs et de créer ta propre retraite. On est parti tout de suite sur mon écran où je vais te montrer du coup en détail toute ma stratégie. Mais évidemment, on va commencer par les bases. On va établir un profil type un peu. C'est à peu près la moyenne aussi des personnes qui me suivent. Donc, on va dire que la personne s'appelle Pierre, qu'elle a 25 ans. Il habite du coup à Paris. Aujourd'hui, il peut se permettre d'investir 400 € par mois pendant 35 ans. J'ai lissé évidemment. La plupart des Français en moyenne peuvent économiser 250 € par mois. J'estime qu'à 25 ans, en général, tu peux à peu près épargner entre 100 et 200 € par mois, mais évidemment, vu qu'il a investi pendant 35 ans, il va pouvoir peut-être après par la suite économiser 300, 400, 500, 600, donc de manière lissée, je vais mettre 400 €. Son objectif, c'est de préparer sa retraite, de ne pas investir sur un livret A et d'essayer de toucher 2300 € par mois net d'imposition. Enfin, en termes de risque, évidemment, il veut les minimiser au maximum. Il veut pas parier sur une crypto ou autre. Sa stratégie, il veut qu'il soit simple, compréhensible et incassable, c'est-à-dire qu'elle tienne dans le temps, et surtout en termes de temps de gestion, que ça soit extrêmement rapide, que ça prenne pas plus de 15 minutes par mois, il n'a pas envie de s'embêter avec des analyses, se tenir au courant du marché tous les jours, etc., etc. Donc les possibilités, il y en a plusieurs. Premièrement, on a le PEA. Donc le PEA, tu as soit les actions, soit les ETF, notamment dans cette formule-là. Donc ton imposition sera de 17,2%. Par contre, il faudra attendre 5 ans de détention et tu ne pourras avoir que des actions de l'Union européenne au sein de cette enveloppe. Donc peut-être problématique pour lui. Le compte titre, encore une fois, tu vas avoir les actions et les ETF, mais ici l'imposition sera de 30%. Par contre, tu auras les actions internationales et une liberté totale. Pour mon choix ici, tu vas voir, on va voir juste après ce que je vais prendre, mais je te spoil un peu, on va choisir le PEA, tu vas voir pourquoi par la suite. Mais là, je vais te présenter justement la stratégie qu'on va mettre en place pour qu'elle soit totalement incassable, qu'elle puisse avoir une belle performance, qu'elle puisse ne prendre que 15 minutes à gérer chaque mois, c'est extrêmement important, et surtout qu'elle puisse te permettre de générer des revenus passifs. Donc, premièrement, le type de compte qu'on va choisir, c'est un PEA. Pourquoi? Parce que Pierre, il est français, c'est un investisseur long terme, il souhaite investir sur 35 ans, comme il nous a dit. Et en plus de cela, les actifs seront disponibles en PEA, qui doit acheter. Les instruments, comme je te l'ai dit, ça sera des ETF larges. On ne partira pas sur les actions. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, Pierre nous a dit qu'il voulait y passer que 15 minutes par mois, qu'il n'a pas envie de se prendre la tête, etc. Les ETF, c'est parfait pour ça. Tu as un temps de gestion extrêmement faible, tu as une très grande efficacité et surtout, tu diminues tes risques au maximum. En termes de temps, concrètement, en 5 minutes par mois, il peut passer ses heures, donc c'est extrêmement efficace. En termes de stratégie, on va garder la même jusqu'à la fin, théoriquement, s'il n'y a pas de changement. Pourquoi? Parce qu'on va vraiment partir sur une stratégie de suivre le monde entier, l'économie dans sa globalité, ce qui va nous permettre en fait de ne pas devoir sélectionner les tendances, etc. Non, là, on va vraiment diminuer les risques et essayer d'aller toucher le plus large possible. Et enfin, en termes de revenus, l'objectif, ça sera de vivre sur le capital investi et le fait qu'il fructifie avec le temps, en utilisant notamment la technique des 4% que je vais te partager juste après. Donc, la stratégie, comme je te l'ai dit, on va partir sur un PEA chez Bourse Direct. Pourquoi chez Bourse Direct? Parce que c'est chez eux que j'ai mon PEA. Il n'y a pas de lien affilié ou autre, c'est juste que j'aime beaucoup la plateforme, elle marche extrêmement bien. Je te la recommande si tu veux en ouvrir un. Et en termes d'ETF, on va partir donc sur un ETF monde et un ETF pays émergent. Donc si tu ne sais pas, l'ETF monde va représenter de manière générale les plus grosses entreprises mondiales et l'ETF pays émergent plutôt tout ce qui va être pays en voie de développement. En termes de composition, on va faire extrêmement simple. L'objectif, c'est que l'ETF Monde puisse driver en fait la stratégie et notamment notre portefeuille. C'est pour ça qu'on va le faire représenter 75% et l'ETF Pays émergent ne représentera que 25%. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'ETF Monde a plutôt une performance aux alentours des 8 à 10% par an annuel en moyenne, alors qu'un ETF Pays émergent, comme tu t'en doutes, comme c'est des pays qui sont encore en voie de développement, ils auront beaucoup plus de difficultés à trouver cette dynamique-là et aussi cette évolution-là. Donc forcément, l'objectif, c'est que ça puisse quand même équilibrer le tout, pouvoir miser à la fois sur les pays de demain, mais en même temps garder l'économie dynamique actuelle qui sont les États-Unis ou autres, pour avoir quand même de belles performances. Je t'ai un peu montré comment est composé chaque ETF. L'ETF Monde est à 70% aux États-Unis. Il y a quand même du Canada, de l'Europe, du Royaume-Uni, du Japon, de l'Australie. Il faut savoir que chaque pays n'a pas le même poids dans l'ETF, c'est important de noter.
En termes de première position, il faut savoir que tu as 1500 entreprises dans cet ETF, mais là, c'est les 10 plus grosses positions. On a notamment Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Alphabet de Google, Meta de Facebook, Tesla, United Health, ExxonMobil, etc. Donc que des grosses entreprises extrêmement solides. Du côté des pays émergents, tu vas voir qu'on va vraiment combler en fait le trou qu'on a avec le TF Monde, hein, parce qu'au final ça s'appelle Monde, mais on n'est pas en Chine, on n'est pas au Brésil, on n'est pas au Mexique, on n'est pas en Inde, etc. Donc ici on va vraiment combler tout le vide qu'on a de l'ETF Monde avec le Mexique, le Brésil, le Chili, également du coup l'Égypte, l'Inde, la Chine surtout qui est extrêmement importante et qui est la première position de cet ETF. Et en termes d'entreprise, tu vas voir qu'on va vraiment aller sur d'autres secteurs avec Taiwan Semiconductor, Tencent, Samsung, Alibaba, etc. etc. Donc c'est extrêmement intéressant, je trouve, selon moi, d'avoir les deux. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme je te l'ai écrit juste ici, avec l'ETF Monde, tu vas pouvoir suivre les grandes puissances, États-Unis, France, Japon, etc. Tu vas diversifier dans des milliers d'actions, donc là tu réduis le risque au maximum. Tu as des frais de gestion extrêmement faibles. Pour le EWLD qui est le plus populaire, sinon tu as le CW8 mais qui coûte beaucoup plus cher. Moi j'utilise de mon côté en tout cas le EWLD, il a des frais de 0,45% annuel, ce qui est tout à fait correct je trouve, et aucun secteur ne dépasse les 25%, ce qui est important pour moi pour éviter une surexposition à un secteur. Au niveau du coup des pays émergents, on comble le vide de l'ETF Monde comme je te l'ai dit. On a une diversification au-dessus des 1300 actions au sein de l'ETF, donc extrêmement bien. On a des frais de gestion à 0,2% pour le PAEEM. Si tu veux les retrouver, dis-moi en commentaire, je te donnerai les ISIN extrêmement précis. Et aucun secteur ne va encore une fois dépasser les 25%, ce qui est hyper important selon moi également. Et enfin, je t'ai fait un petit récapitulatif. Pierre nous a dit qu'il a 400 € à investir chaque mois. Donc là, comment ça va se composer pour respecter cette répartition de 75-25? C'est très simple. L'ETF Monde, on va investir 300 € par mois dedans et l'ETF Pays Émergent, 100 € par mois. À savoir que maintenant, Bourse Direct, en plus de cela, a mis des ordres minimum de 80 €. Donc là, c'est parfait, on y rentre totalement dedans. Et je t'ai un peu montré les performances actuelles de l'ETF Monde pour te montrer que c'est quand même un très bel ETF. On voit qu'il est en constante hausse, que malgré la crise, par exemple, la pandémie de 2020, il a continué de monter. On a même un rendement annualisé moyen sur 5 ans qui est de 9,22%, de quoi battre largement l'inflation, ton livret A ou même le LEP qui est actuellement à 6,1%. Donc ça reste un très bel ETF. Évidemment, les performances passées ne présagent pas les performances futures. Et donc, je vais un peu te montrer la projection maintenant de cette stratégie à long terme. Donc, imaginons que Pierre, il investisse 400 € par mois pendant 35 ans, donc c'est son horizon de temps, et que l'ETF continue à faire 8% par an, qui est l'historique de la bourse. Honnêtement, même le SP500 fait 10% depuis sa création en 1957. Eh bien, son placement va atteindre une valeur totale de 857 000 € avec des intérêts gagnés de 689 000 €. C'est-à-dire que concrètement, tu t'en doutes, hein, Pierre n'aura pas placé 857 000 €, il aura placé environ 180 000 €, donc c'est extrêmement intéressant, et il aura gagné l'équivalent de 689 000 € rien qu'en intérêts composés. Donc évidemment, dans cette stratégie, on est parti sur un PEA. Il faudra savoir que celui-ci sera rempli la 33e année. Pourquoi? Parce qu'il a un plafond de 150 000 €. Donc évidemment, il sera rempli. Dans ce cas théorique, on va partir du principe qu'on ne va pas prendre en compte qu'il investit les 2 dernières années en compte titre pour les calculs, pour pas rajouter de la complexité. Mais maintenant, je vais te montrer en détail sur comment est-ce que Pierre va pouvoir vivre en fait de ce capital-là sans l'endommager et en pouvant en fait le stabiliser, voire même continuer de l'augmenter tout en piochant dedans. Et ça va être grâce en fait à la stratégie des 4%. Donc en fait, il faut savoir qu'on va retirer 4% de son capital chaque année en prévision de son appréciation à long terme afin de limiter au maximum l'impact des retraits. Donc concrètement, c'est un calcul très simple. On part du principe que la bourse fait 10% par an. C'est optimiste, mais c'est le rendement moyen annuel. Eh bien, on va retirer 4% à celui-ci. Notre patrimoine, donc ces 857 000 €, continueront de faire 6% par an. On peut même enlever l'inflation qui a 2% en moyenne annuellement, eh bien ton capital continuera théoriquement d'évoluer du 4%. Évidemment, la bourse n'est pas linéaire, c'est pas 10% chaque année, mais peut-être une année à plus 30%, une année à moins 10%. Donc évidemment, l'année où tu fais plus 30%, dans le cas réel, ton capital fera plus 26%.
et où tu feras moins 10%, ton capital fera moins 14%, mais en moyenne, tu es censé arriver à 6%. Et donc, comment ça va se décomposer pour Pierre ici? Je te l'ai mis juste ici. Eh bien, si on fait 4% de 857 000 euros, on obtiendra 34 280 euros. Ces 34 280 euros, évidemment, on va enlever les prélèvements sociaux du PEA de 17,2%. Donc, on obtiendra un capital net par an de 28 383 euros. Je ne prendrai pas en compte les impôts sur revenus s'il y en a ou autres impôts parce que ça va dépendre de la situation de chacun. Et enfin, si on divise ces 28 383 euros par 12 pour obtenir son salaire mensuel, eh bien on obtiendra 2365 euros, donc son objectif est totalement atteint. Mais évidemment, tu t'en doutes ici, c'est dans l'unique condition qu'il n'investit qu'en bourse et qu'il ne développe pas plus ses revenus. Et pourtant, je t'ai fait une vidéo justement pour t'expliquer comment avec un simple SMIC, tu peux développer un patrimoine à 7 chiffres en utilisant vraiment tous les leviers financiers qui te sont disponibles, que ce soit avec l'immobilier, la bourse, la crypto-monnaie, peu importe, dans cette vidéo. Donc si tu souhaites savoir toi également comment utiliser ce plan pour toi aussi développer un patrimoine à 7 chiffres en utilisant un maximum les leviers, je t'explique tout dans cette vidéo. On se retrouve juste derrière. À tout de suite, c'était Maxime.